Dire que l'entrepreneur est une personne qui a identifié un problème et qui propose une solution à un certain nombre de personnes prêtes à payer pour résoudre le problème. Sur ce, nous allons passer, après la culture entrepreneuriale, à la planification de l'aventure entrepreneuriale. On va essayer d'aller plus vite. La planification de l'aventure entrepreneuriale, on va d'abord essayer de donner une définition que l'on a tirée quelque part sur l'entrepreneuriat. On va aussi parler de comment se lancer en entrepreneuriat, quelles sont les prédispositions à avoir avant de vouloir se hisser dans ce sphère-là qui est très compliqué, mais aussi qui demande énormément de travail personnel. Et pour finir, on va donner des conseils pour réussir l'entrepreneuriat. La définition de l'entrepreneur, moi j'ai l'habitude de dire qu'un entrepreneur, c'est une personne qui gère une activité génératrice de revenus. Maintenant, il y a énormément de définitions très compliquées que les gens sont en train de donner, les coachs sont en train de discuter sur la chose pour voir. Mais comprenez que quand on parle d'entrepreneuriat ou bien quand on parle d'entrepreneur, c'est une personne qui a la capacité de gérer une activité génératrice de revenus. En d'autres termes, on peut dire que l'entrepreneur est une personne qui a identifié un problème en émergence comme le Sénégal. Normalement, au Sénégal, on doit se sentir bien. Les jeunes qui ont des capacités, qui ont des connaissances au Sénégal, ils doivent se sentir bien. Pourquoi ils doivent se sentir bien? Parce que il y a l'enjeu qui est là. Il y a l'évolution qu'ils ont besoin. Parce que dans les autres pays, les petits n'ont pas leur place. C'est très difficile d'être petit dans un des pays là en développement et de pouvoir se développer aussi rapidement qu'au Sénégal. Donc, en moins de 5 ans au Sénégal, on voit des startups qui font aujourd'hui des
mais là, nous sommes dans l'immédiat. Nous sommes dans le qui-vive, comment faire pour travailler dans un chantier ou par-ci, par-là. Donc, je crois qu'il y a certains mains qui se sont levés. Est-ce que vous voulez intervenir, M. Ndiaye, Maïssa? Ou bien c'est des erreurs, je peux continuer. Sinon, si vous voulez intervenir, vous pouvez prendre la parole. Si vous avez des questions ou bien si vous avez des contributions à faire ou bien des choses à rectifier. Oui, bonsoir monsieur. Bon, je pense que je peux prendre la parole si vous me permettez. Oui, M. Ndiaye, allez-y. Vous avez la parole, M. Ndiaye. Bon, bonsoir, voilà, bonsoir l'Assemblée, bonsoir cher professeur monsieur Colli, qui n'a ménagé aucun effort pour nous fournir aujourd'hui cette occasion qui va nous servir de leçon, qui va aussi nous servir de moyen d'agrippement pour s'en sortir, quoi, en quelque sorte, avec cette atmosphère qui souffle mauvais ici au Sénégal. C'est vrai. Voilà. Bon, moi, j'avais juste des suggestions, parce que j'avais juste, voilà, je vous avais parlé de formation et de rétrogradation par rapport à notre niveau, quoi. Par exemple, parfois, on voit quelqu'un qui a même un master et qui vient faire un concours niveau BFM. Moi, j'en suis un parfait exemple parce que j'avais fait euh, une formation de génie civil et j'en suis sorti avec un diplôme de technicien supérieur. C'est après que je me suis rendu compte que peut-être l'école ne m'a pas fourni les bagages nécessaires pour pratiquer en quelque sorte. Donc, j'étais juste un théoricien et je ne pouvais même pas manipuler quelque chose. C'est de là que j'ai su très tôt la formation du CSFP BTP et je me suis inscrit en électricité. Bon, moi, je vous ai connu même en cours de formation, cher professeur. Voilà, donc c'était une occasion de m'adapter par rapport à un savoir-faire. Voilà, et je ne l'ai pas regretté, franchement, parce que d'autres me disaient que moi je suis con, moi je suis fou, parce que pourquoi faire une formation en génie civil et rétrograder pour aller faire une formation en électricité alors que tu pourrais faire une licence peut-être, etc., etc. Mais je ne voyais pas l'intérêt d'évoluer sans une compétence nécessaire. Je ne vois pas cette importance. Voilà, c'est pour cela, pourquoi ne pas alterner la théorie et la pratique en quelque sorte. Donc, mais je n'ai pas regretté ça. Vous avez constaté que cette année, je n'étais pas au centre parce que j'avais déposé un stage au niveau de la SNHLM et je n'ai pas regretté ça parce que quand ils ont vu mon CV, j'avais fait génie civil et aussi j'avais fait une formation en alternance en électricité. Et ils se sont très vite intéressés sur à ma personne, quoi. Voilà. Donc, c'est juste pour confirmer ce que vous êtes en train de dire, que parfois, il faut faire des sacrifices, rétrograder et essayer de chercher la pertinence, quoi, en quelque sorte. Ok, merci beaucoup, monsieur. Merci, M. Ndiaye. Merci, M. Ndiaye. Et vous avez même touché quelque part où j'avais noté, mais j'ai oublié en réalité. Et vous avez raison de dire que il ne s'agit pas d'une rétrogradation négative. Ça, c'est très important de le souligner. Mais c'est quoi l'importance de ça, de cette intervention, de votre intervention? L'important, c'est quoi? L'important, c'est qu'en réalité, la personne, vous êtes en train de vous accommoder, vous êtes en train de vous parfaire pour bien vous sentir dans l'activité que vous êtes en train d'exercer. C'est vrai. Aujourd'hui, nous, on l'a dit, les prédispositions, la culture entrepreneuriale, c'est des acquis en amont. Et j'ai oublié même de souligner des valeurs. C'est la base. Ces acquis-là dont on parlait, en réalité, il n'y a pas de niveau. Moi, je m'étais fait à l'esprit en 2014 que diplôme égale travail. Ou bien diplôme égale niveau de connaissance. Alors que c'est diamétralement opposé. Donc, la note ne reflète pas forcément l'intelligence de l'élève, ce que disait un des professeurs, même si ce n'est pas vrai dans tous les cas. Vous comprenez? Donc, ce que M. Ndiaye a dit, est d'autant plus important. Pourquoi? Parce que M. Ndiaye a fait déjà une formation en génie civil. Mais aujourd'hui, on sait que la formation en génie civil dans énormément de centres au Sénégal,
il y a un problème parce que les génies civils qu'ils forment, en réalité, ils n'ont pas beaucoup de pratique. Ils n'ont pas beaucoup de pratique, ils n'ont pas la main. C'est comme ça que l'on les appelle. Dans les chantiers, ils connaissent les normes, ils savent faire leur travail, mais quand ils doivent démontrer, quand ils doivent donner l'exemple, parfois ils peinent. Et il y a certains ouvriers qui ne pardonnent pas ça. Il y a certains ouvriers qui, quand vous n'êtes pas capable de leur démontrer la chose, ils doutent de vos connaissances. Je comprends très bien la logique de M. Ndiaye. Et ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est que M. Ndiaye est allé au centre. Tout simplement parce qu'il sait que au centre de formation, il y a 90% de pratique et 10% de théorie. Moi, c'est comme ça que je le dis. Tout simplement parce que j'ai vu les jeunes qui sont dans le centre là, le centre sectoriel, même si ce n'est pas un partenaire du programme, nous, on travaille là-bas et on n'hésitera pas à voir quelque chose de négatif et à le signaler. Mais aujourd'hui, il est très normal de voir la différence entre un jeune qui est passé au centre et un jeune qui est passé dans les différentes BTS qui existent un peu partout au Sénégal. Parce que tout simplement, nous, au centre, les jeunes me lancer dans l'entrepreneuriat, M. Ndiaye l'a fait. M. Ndiaye, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il voulait renforcer ses capacités? Il est allé trouver le centre de formation. Il a fait le concours, il a été pris. Il s'est préparé durant un an à forger ses compétences et à accommoder ses connaissances sur ce qu'il veut maîtriser. Et actuellement, on dit que la meilleure des investissements que l'être humain peut faire, c'est d'investir sur ta propre personne. Comment investir sur ta propre personne? C'est premièrement sur, investir premièrement sur l'acquisition de compétences ou bien de connaissances.
qui leur permettront de mieux appréhender leur aventure entrepreneuriale. C'est ça notre mission. La mission que nous nous sommes assignés, c'est ça. Attention, parce que la mission, elle est différente de la vision. Et nous allons voir pourquoi. J'ai l'habitude de donner l'exemple d'une des missions les plus vues dans ce monde-là, c'est celle de LinkedIn. Vous connaissez sûrement la plateforme LinkedIn. Leur mission, c'est de mettre en relation les professionnels du monde entier pour les rendre plus performants et plus productifs. Vous voyez, c'est ça la mission de la plateforme LinkedIn. C'est de mettre en relation les professionnels du monde entier pour les rendre
à n'importe qui. C'est vrai qu'on ne doit pas les dire à n'importe qui. On doit les dire aux personnes qui sont susceptibles de nous encourager, mais aussi de nous mettre en rapport avec des personnes qui sont susceptibles de nous pousser à aller vers l'avant. Mais c'est très important de partager votre idée. Encore, construire un modèle économique sans penser aux clients. Ce que l'on fait d'habitude, c'est quoi? C'est qu'on reste dans notre petit coin, on réfléchit à notre petit problème, on propose une solution à notre petit problème, et un bon jour, on veut vendre la solution à des personnes qui n'ont pas en réalité le problème que toi, tu as observé. Donc, construire ton modèle économique. Ton modèle économique, c'est la façon dont toi, tu vas gagner de l'argent. Tu dois le construire. C'est très important et on va le faire lorsqu'on va reparler du modèle économique, lorsqu'on va parler du business model Canva, la proposition de valeur. Et là-bas, on va reparler du modèle économique en profondeur pour comprendre les différentes composantes même de notre modèle économique. Ne pas s'entourer de partenaires inutilement. Donc, quand on est en train de travailler dans un projet, on doit faire en sorte d'être toujours avec des personnes, avec des collaborateurs qui sont capables de nous apporter de la valeur. Si la personne ne peut pas vous apporter de la valeur, je suis désolé, ce n'est pas votre collaborateur. Il n'a pas à intervenir sur le projet. Se lancer sans avoir fait un prévisionnel financier. Donc, quand on doit se lancer dans quelque chose, le minimum,
c'est de faire les prévisions, de voir réellement quels sont les moyens que cela demande financièrement. Comment est-ce que l'argent va être investi? Comment est-ce que l'argent va ressortir? Les délais, les durées, les temps de production, les temps de vente. Tout ça, c'est des choses qu'il faudra appliquer en amont. L'erreur, c'est quoi? C'est que il y a un jeune qui m'a approché la fois passée. Il m'a dit que lui, il veut aller à la banque pour prendre de l'argent et pour faire un poulailler. Il m'a dit qu'il va prendre 300 000. Et à ma grande surprise, je lui ai dit, bon, tu vas prendre 300 000, c'est bien déjà, tu as ton compte bancaire et tout, mais qu'est-ce que tu vas faire avec les 300 000? Il m'a dit, bon, je lui ai demandé combien de sujets tu vas acheter. Il m'a dit, bon, je ne sais pas encore. Je lui ai dit, les sujets que tu vas acheter, combien de francs en termes financiers, combien ils vont utiliser sur les 300 000? Il m'a dit, bon, c'est compliqué de le dire. Je lui ai dit, est-ce que tu as déjà construit l'endroit où ils sont? Il m'a dit qu'il va le réfectionner avec les 300 000. Il va réfectionner l'emplacement, il va acheter les intrants ainsi que les poussins, les vaccins et assurer la production durant 45 jours. Je lui ai dit, est-ce que tu as fait une prévision qui te permet d'utiliser ces 300 000 francs-là pour assurer ces 45 jours d'engraissage ou bien ces 45 jours d'élevage des poulets de chair? Et là, il m'a dit, alors je ne suis pas encore prêt. Je lui ai dit, en réalité, la préparation, donc il ne faut pas bâcler la préparation. Il ne faut pas la bâcler. Il faut prendre votre temps. Y travailler, prendre ton temps ne veut pas dire faire là-bas 3 ans sur l'idée de réfléchir. Non, non. Approchez-vous des personnes qui sont capables de vous poser les bonnes questions, de vous faire voir les choses à voir et de corriger les imperfections pour pouvoir avancer. C'est juste ça. Sinon, vous risquez de perdre énormément de temps et vous risquez de perdre de l'argent que vous n'allez pas en réalité regagner pour rendre l'argent que vous avez emprunté à la banque. Donc tout ça, c'est des ajustements qu'il faut faire. Un entrepreneur ne doit pas aller dans l'aléatoire. Je fais, après je vais voir. Non. On doit être sûr à 50%, je dis bien 50% du résultat. Pourquoi à 50%? Parce que les autres 50% qui restent, c'est des facteurs que nous ne maîtrisons pas. Moi, c'est comme ça que je raisonne. On n'est jamais sûr à 90%. Parce qu'il y a tout simplement 1 ou 2 facteurs que nous ne maîtrisons pas. Et si nous minimisons le pourcentage de ces facteurs-là, qui sait? Aujourd'hui, tu vas directement au niveau de la banque, tu prends 1,2 million. Je suis désolé, si tu minimises certains facteurs, tu es foutu. Tu ne pourras pas être solvable. L'activité ne pourra pas générer de l'argent suffisamment pour que tu puisses être dans les délais et payer l'argent avec ses intérêts. Donc, la personne doit être au cœur de son activité, comprendre ce qu'il fait et ne pas être dans les estimations. En plus, les devis que vous faites, la majeure partie des devis ne sont pas bien faits. C'est ça. Donc, l'activité, le devis doit être bien fait. Si vous ne faites pas bien le devis, vous risquez de tromper le client et de ne pas respecter les livrables. C'est tout simplement ça.